Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur le studio Orange des sommets du digital. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag SOMDIG18TV, SOMDIG18TV. J'ai l'immense plaisir d'accueillir maintenant en plateau Gérard Haas, qui est avocat. Bonjour Gérard, bienvenue. Vous êtes avocat à la Cour d'appel de Paris, fondateur du cabinet Haas Avocat et spécialiste en droit des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Vous avez un titre à rallonge. Anne-Sophie Jams aussi. Bonjour. Bonjour, vous êtes associée chez LexCase, responsable des départements propriété intellectuelle, données personnelles et droit de l'informatique et de l'économie numérique. C'est bon ? C'est bon, c'est parfait. Super. Alors la première question est très simple. À la base, le numérique, c'est un espace de liberté, de gratuité. Est-ce qu'il y a besoin d'une loi dans le numérique ? Parce qu'après tout, on peut s'aimer sans se marier. C'est vrai, on peut s'aimer sans se marier, mais on peut aussi, parce qu'on est fou d'amour, vouloir se marier. Et l'enjeu, c'est que finalement, dans un environnement où on peut tout faire, il se trouve qu'il y a certaines personnes qui font un peu n'importe quoi. Et à ce moment-là, on demande aux individus de réguler les choses, et c'est là où les lois interviennent. Et on s'est rendu compte que dans l'espace numérique, eh bien, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas tout à fait normales. Mais c'est vrai qu'il n'est pas nécessaire non plus de tout réguler, puisque le marché numérique est extrêmement vaste, et on peut constater que généralement, les lois sont là pour protéger les plus faibles, notamment sur Internet. On peut penser par exemple aux mineurs. Et c'est en ça qu'il y a des régulations, mais qui ne peuvent pas tout couvrir. Alors les lois en même temps, c'est vrai que quand il n'y a pas de loi, on est dans des espaces de liberté. Et il y avait une grande peur au tout début de l'Internet, on parlait de vide juridique. En fait, Anne-Sophie et moi, on peut vous dire, c'est que nous constatons que l'univers numérique, c'est une poudrière juridique. Il y a plein de pièges, plein d'astuces, et il faut vraiment être entouré par des juristes, des professionnels du droit, pour pouvoir vous guider dans cet univers et mettre en place des réponses de conformité pour créer de la confiance. Et on voit même qu'effectivement, quand il n'y a pas de régulation, certains secteurs s'autorégulent, notamment par le biais contractuel. Et effectivement, les avocats sont là pour accompagner les personnes dans cette voie d'autorégulation, malgré l'absence de législation particulière. Donc en fait, c'est la réglementation générale qui va s'appliquer, avec des spécificités qui seront appliquées ou particulières à chacun des secteurs. Quel type de secteurs peuvent s'autoréguler ? Oui, en fait, beaucoup de secteurs... Généralement, c'est les secteurs de la télécommunication, de l'audiovisuel, de l'édition. Mais enfin, on se rend compte surtout qu'un des grands aspects de l'Internet et du numérique, et c'est là aussi que c'est un véritable enjeu, c'est que c'est un droit qui s'applique dans tout le monde. C'est un droit qui est global. Et donc, en fait, les lois des pays sont aujourd'hui un petit peu limitées. Elles sont presque des freins. Et il faut trouver une véritable harmonisation. Et l'harmonisation, elle se trouve par le droit. Ouais. Là aussi, quand on a tellement d'États, de politiques et d'aspirations différentes. Et est-ce que on arrive à autoréguler ça quand on sait que c'est transnational et que ça dépasse largement les frontières ? On voit par exemple qu'il y a certains sujets, je reviens sur la minorité, où on arrive à avoir des législations relativement harmonisées, même si on va avoir des différences sur les mineurs de moins de 16 ans, les mineurs de moins de 13 ans. Il va y avoir des dispositions assez à la marge, mais les législations vont généralement aller dans le même sens. Pareil, en droit de la consommation, par exemple, la réglementation française est très stricte et quand il n'y a pas des législations extraterritoriales, on va appliquer les législations les plus strictes. Donc, on a effectivement des recours contractuels qui font qu'on va tendre vers l'application d'une législation harmonisée. On a également besoin d'avoir des lois parce qu'il se trouve que dans l'univers numérique, nous avons des acteurs qui deviennent aussi puissants que des États, qui ont établi leurs propres règles et qui ne sont pas prêts à les partager. Et donc pour rééquilibrer en fait ces pouvoirs, il est nécessaire à un moment donné, et les États ne peuvent pas parler tout seuls, ils doivent aussi se regrouper, les GAFA, Google, Apple, et les États Facebook, sont un peu désarmés. Amazon, oui voilà, les États face à eux, ils ont du mal, et il y a toute une série de combats, et ce sont des combats qui sont des combats de guérilla judiciaire. C'est-à-dire que chacun est là pour prendre le pouvoir, pour ne pas laisser sa place à d'autres, et donc le droit est vraiment présent. Donc à la question, est-ce que droit et numérique font bon ménage, ils sont obligés de cohabiter, ils ne sont pas obligés de se marier,
Et en fait, chacun essaye de s'imposer et de dominer l'autre. Nous avons une préférence pour que le droit soit c'est l'indicateur le plus souple de la confiance dans cet univers. Mais est-ce qu'il y a des risques face à ce non-mariage, ce retard, voire des vides juridiques ? Oui, il y a évidemment des éléments qui ne sont pas comblés ou qui ne sont pas régis par des dispositions particulières. Quand on n'a pas de dispositions particulières, on essaye toujours de rattacher ça à des législations génériques. Et effectivement, pour essayer d'aller, comme le disait Gérard, dans le sens d'une régulation. On a des débats dans certains secteurs sur effectivement la passation de lois particulières, et dans l'attente qu'effectivement le droit aille dans ce sens-là, on essaye de gérer ça par des dispositions générales de droit commun. En même temps, on a toute une série de risques qui sont là, mais qu'il faut réguler, et des questions que le droit n'a pas l'habitude de se poser. Déjà, le problème de la liberté d'expression. Est-ce que dans le monde numérique, on peut tout dire ? On se rend compte qu'il y a des pays, notamment les États-Unis, où on a une liberté absolue de tout dire. Nous sommes dans un régime... Même le pire, d'une certaine manière. On peut tout dire, après on est responsable de ce qu'on dit, mais on peut tout dire. Nous, en fait, on est plutôt dans une liberté d'expression, mais qui se limite là où ça commence à heurter, en fait, les sensibilités des autres. Donc, vous voyez, il y a déjà un... Donc, on est plus strict en France sur les libertés d'expression. Ça dépend. Il y a certains domaines sur lesquels, en fait, on est plus strict, et il y a d'autres domaines sur lesquels on est... nous aussi très, très, très rigoureux. Prenons le cas de la question des positions dominantes. On peut se poser la question, quand on délivre un service qui est gratuit, qui bénéficie à plus de 98% des personnes, est-ce que l'on est dans le cadre d'une position dominante ? C'est des affaires avec Google qui sont importantes. On peut se poser la question aussi, est-ce que tous les montages fiscaux qui sont mis en place pourraient en fait éviter d'avoir à payer des impôts ? Est-ce que c'est tout... Donc on se rend compte que finalement, dans l'univers numérique, il y a ceux qui sont en position de force veulent les avantages pour eux. Comme disait Anne-Sophie, le droit de la consommation vient protéger les plus faibles. Demain, dans matière de données aussi, on vient protéger les individus européens par rapport à ceux qui collectent leurs données. Mais heureusement qu'il y a du droit. Donc finalement, le droit n'est pas en retard. Et moi, je constate, et on en parlait tout à l'heure avec Anne-Sophie, c'est que justement dans l'univers numérique, pour une fois, le droit est même en avance. Alors c'est là où il prévoit, par exemple, un principe comme Privacy by Design, qui permet d'anticiper. Qu'est-ce que c'est ? Ça permet d'anticiper dès la conception et par défaut les conséquences que pourrait avoir la collecte de données à caractère personnel pour la mise en place de services ou de produits par rapport à la vie privée ou aux libertés fondamentales. Donc ça, c'est un enjeu qui est colossal, c'est un changement. On est avec un principe de précaution dans la collecte de données. Donc c'est quelque chose de remarquable. Alors, avec l'arrivée du cloud computing, du big data, smart data, Internet of Things, intelligence artificielle, blockchain et j'en passe, on a l'impression que le droit ne suit pas, on vient d'en parler. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le droit, vous venez de dire l'inverse, mais quand même on peut se poser la question, parce que quand on est sur tous ces sujets-là, c'est une question difficile, parce que tout ça, ce sont des avancées technologiques. Donc, par définition, le droit ne peut pas anticiper des avancées technologiques. Et si on prend, par exemple, des exemples comme la réalité virtuelle, se pose la question de savoir si on va dupliquer des règles qu'on a tous dans nos vies physiques, dans cette réalité augmentée ou virtuelle. Donc, quelque part, on pourrait considérer que le droit est en retard. Mais ce que disait Gérard, c'est que le droit, c'est un peu comme la recherche scientifique à un moment donné. On est obligé de partir sur des constatations et de faire évoluer sur l'existant pour effectivement faire évoluer les choses. Et le constat d'un retard est un peu négatif, alors même qu'il faut le temps que les choses germent, qu'on prenne le temps de voir effectivement comment s'articulent les comportements, comment s'autorégulent ou pas les acteurs, leur mode de fonctionnement intrinsèque, leur position dominante, etc., pour après décider effectivement si on va réguler ou pas. Et la difficulté aujourd'hui, on l'a dit, c'est qu'on est dans un marché complètement décloisonné, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il est un peu illusoire de réglementer une partie du monde, là où le terrain de jeu, en quelque sorte, est mondial. Et on fait fuir les grands. Effectivement, et là où on voulait protéger les plus faibles, en définitive, on peut se retrouver avec des désavantages concurrentiels pour une économie entière. Donc c'est vrai que ce sont des sujets délicats.
et qu'il faut prendre le temps, effectivement, de légiférer, certes, d'aller vers la protection de certains groupes de consommateurs ou d'autres. Donc l'absence de droit, finalement, peut être une aubaine dans certains cas. C'est pas tellement une aubaine, c'est qu'il faut voilà, il ne faut pas légiférer pour légiférer. Et comme le disait Gérard, c'est important. Par exemple, on parlait de privacy by design, ça vient d'un règlement européen, de regarder les forces en jeu et d'aller au-delà peut-être d'une simple réglementation étatique quand le sujet s'y prête. Le grand débat des GAFA, c'est de dire que chaque fois qu'il y a une règle, attention, vous allez freiner l'innovation. Le grand débat des GAFA, c'est attention, vous allez freiner la circulation des données. Attention, vous allez freiner la possibilité pour les individus d'échanger des informations. Donc on se rend compte qu'il peut y avoir des risques parce qu'effectivement, aujourd'hui c'est devenu aussi un média. C'est devenu un média, donc c'est un média qui est puissant. Et c'est vrai que la question de son contrôle est majeure. Et dans ce cadre-là, il faut rééquilibrer. Et pour pouvoir rééquilibrer, on a besoin de règles. Et c'est quelque part, donc on a dans un premier temps les contrats, mais on se rend compte que très vite, celui qui est le dominant veut imposer les règles aux autres. Donc en fait, il faut après réguler. Alors on n'est pas, nous on est plutôt pour le contrat, la loi des parties, mais en fait il faut aussi trouver aujourd'hui de nouvelles protections, et il est bien qu'elles soient harmonisées, et j'allais dire transnationales. Complètement. On voit qu'il y a des consensus, encore une fois, sur la minorité, sur les consommateurs. Les minorités, dans le monde numérique, c'est un enjeu majeur. Et en même temps, on pourrait aussi se poser la question, c'est que le droit, il faut aussi penser que si le droit est là pour protéger le plus faible, le droit, il est aussi le résultat de réflexion éthique et morale. Et donc, il y a plein d'enjeux derrière ça. Et puis, il y a des pensées qui sont importantes. Par exemple, en matière aujourd'hui d'automobile connectée, l'automobile, on peut se poser la question de savoir qui est responsable lorsque la voiture est pilotée à distance, et qu'il y a à l'intérieur une femme d'un certain âge et un petit garçon qui va pour traverser. Vous savez, c'est le fameux dilemme du tramway. Et on sait très bien que c'est une question qui est stupide parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est une réponse philosophique. Et puis en même temps, quand vous posez la question, les gens vous disent on écrase, il faut sauver la vie du plus jeune. Et puis si on dit mais c'est vous qui êtes dans le tramway, à ce moment-là, il faut sauver ma vie. Donc c'est des questions qui ne vont pas. Chacun a son prisme de lecture. Mais nous avons, des critères de responsabilité, de recherche. Comme le disait Anne-Sophie, il y a une démarche qui doit être très pragmatique en regardant comment sont définis les processus et le véritable enjeu. Et peut-être c'est ça qui est intéressant. Il y a un mariage de raison entre le numérique et le juridique. Et ce mariage de raison, c'est que finalement, on va chercher demain la responsabilité des concepteurs. Il est normal que celui qui a développé un algorithme puisse engager sa responsabilité parce que les choix que fait l'appareil, même s'il est auto-apprenant, ce sont des choix que lui a initiés. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il joue le jeu, justement? Ils vont être obligés, puisque justement là, on va créer normalement, il est prévu à partir de 2019 de mettre en place une nouvelle responsabilité qui n'existe pas aujourd'hui, qui sera la responsabilité des développeurs. Et donc à ce moment-là, on aura la possibilité d'aller rechercher les fautes et les enjeux derrière ça. Donc le droit, il est là aussi pour permettre à un moment donné de rendre des comptes. Et de mettre un cadre. On est dans une phase où chaque année, on a l'impression que le législateur doit promulguer une nouvelle loi. Qu'est-ce qui est prévu cette année ? Alors cette année, on a pas mal de choses. En fait, du fait du règlement général de la protection des données, à partir du 25 mai 2018, en fait, tous les pays de l'Union européenne, les 27 pays, vont avoir la même règle en matière de protection des données. Donc ça veut dire qu'à partir une harmonisation qui va faire du bien. Il y a déjà une loi, la loi d'harmonisation, effectivement, au niveau européen. Voilà, au niveau européen. Donc c'est simplement la loi d'application du règlement européen. Donc, et on va aller vers un autre règlement qui devrait être pris à la même date, a priori, qui est le règlement e-privacy. Et qui va impacter directement les services marketing. Voilà, donc en fait, à la question que vous posiez, est-ce que le droit... on a un peu l'impression, depuis 5 ans, que chaque année, il y avait en 2016, il y avait la loi pour la confiance dans la République numérique. Là, maintenant, on va voir la refonte de la loi informatique et liberté et l'application du règlement. Il est prévu d'autres règles.
En fait, on a eu la réforme du droit des contrats aussi en 2016. Voilà. En fait, comme on est dans un monde qui est mouvant, il est normal que le droit s'adapte. Et en fait, c'est ça, en fait, la vitalité du droit, alors que beaucoup voudraient enterrer, c'est qu'en fait, il s'adapte. Et le droit, depuis toujours, s'est adapté. Depuis les Romains, enfin, même avant, depuis le Code Hammurabi, en fait, le droit s'adapte. Et ça montre aussi une formidable vitalité. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'opposition en fait entre les personnes qui considèrent que le droit commun est suffisant et celles qui vont souhaiter des adaptations particulières pour, encore une fois, certains secteurs, etc. Et par exemple, on le voit dans la loi pour une république numérique dont l'initiative était celle d'Axel Lemaire en matière de e-sports. Certains considéraient que le droit commun était suffisant, alors même que les compétitions d'e-sport étaient considérées comme des loteries illégales. La loi pour la République numérique a légalisé les compétitions d'e-sport. Et là, on est encore dans des débats pour savoir si on doit aller plus loin, considérant que ça ne va pas assez loin. Donc c'est vrai, c'est ce que disait Gérard. À chaque fois, le droit, sans être pour autant suiveur, va s'adapter et protéiforme en fonction des pratiques et de ce qu'on va pouvoir constater. Vous parliez à l'instant d'une harmonisation au niveau européen. Qu'est-ce que ça peut changer ? Est-ce que ça va changer ? Ça change tout, parce que quand vous jouez tous les mêmes règles du jeu, on est moins enfreint à dire mais je fais pas ce que moi pourquoi je vais l'appliquer, pourquoi je serai le seul à être sanctionné. Ça c'est déjà le premier choix. Et puis notamment, tu parlais des GAFA tout à l'heure. Quand on a face aux GAFA qui ont une puissance indéniable, 26 pays. C'est pas du tout la même histoire qu'une législation allemande ou française. C'est-à-dire que là, en matière de données personnelles, ils vont devoir se plier un petit peu au règlement. Oui, et puis tous les continents se protègent. Il ne faut pas croire. Nous, en fait, on était les seuls qui donnions le plus grande quantité de données sans rien réclamer en retour. En Chine, vous ne pouvez pas capter les données des Chinois. Au Japon, il est de même. En Russie, si vous n'avez pas un serveur, vous ne pouvez pas. Vous avez plein de pays où, en fait, vous ne pouvez pas comme ça transférer les données. Donc, il était normal qu'on les protège. Donc, ça, et une harmonisation européenne, mais qui n'est pas harmonisée avec les États-Unis ou l'Amérique du Nord, est-ce que ça risque de bloquer? C'est 500 millions déjà d'individus, donc on est déjà, c'est déjà un très bon point et on rééquilibre les forces. Ce qui veut dire que tous les flux, de toute façon, qui vont dans un sens ou dans l'autre, feront l'objet de l'application de cette législation. Oui. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, en fait, les États-Unis ils jouent un peu solo. C'est d'abord nous, et puis après les autres. Nous, on a besoin aujourd'hui de protéger les intérêts de nos concitoyens. Et là, l'avocat est essentiel, et nos gouvernements aussi. Et ensuite, on rééquilibre les forces. Voilà. Donc nos intérêts doivent être mis en avant. C'est vrai que par rapport aux sanctions qui existaient avant et qui faisaient un peu rigoler sous cap les GAFA, bon, aujourd'hui, on considère que les sanctions donc concrètement, ils feront plus ce qu'ils veulent. On ne peut pas savoir. Ils pourront choisir de faire ce qu'ils veulent, mais disons que les sanctions dans une PNL auront un peu plus d'impact que les sanctions antérieures. Et puis, en fait, la répétition de sanctions fera que la sanction sera de plus en plus forte. Rappelons que 4% du chiffre d'affaires, c'est ce qui peut être prévu. C'est colossal. C'est vraiment important. Non, je pense qu'on a, en tout cas sur les données, après on pourrait se poser la question, pourquoi dans l'univers numérique, il n'y a que la protection des données qui a une telle efficacité, une recherche de telle efficacité. C'est vrai que l'efficacité du droit dans l'univers numérique pourrait être une véritable question sur laquelle on pourrait s'interroger. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut dire qu'on est propriétaire de ces données à l'heure actuelle ? Depuis 1848, on a aboli l'esclavage. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité sur les droits de la personnalité d'avoir une propriété. En revanche, on a des droits. Et dans le cadre du règlement européen, c'est une jurisprudence allemande qui date de 86, vous avez la notion d'autodétermination informationnelle. Donc chaque individu a des droits. Et ces droits font que sur ces données aujourd'hui, à tout moment, il donne un consentement, il a droit à une information et il peut les retirer quand il le souhaite. Mais malheureusement, on sait qu'on y renonce très facilement quand même, puisque quand vous prenez les conditions générales d'utilisation des tout le monde coche la petite case. Tout le monde coche et personne ne lit. Donc c'est vrai qu'on on essaye d'évangéliser quelque part, si je puis m'exprimer ainsi, le consommateur pour qu'il soit conscient des droits qu'il a et de la manière dont il pourra les exercer pour effectivement les sensibiliser à la valeur de leurs données. Et en même temps, on n'a pas tellement le choix, parce qu'en tant qu'utilisateur, on a envie d'avoir accès aux services. Définitivement. Mais donc on vit en marge, entre guillemets, des outils.
pour reprendre la question du départ que vous nous aviez posée, est-ce que le droit et le numérique font bon ménage? Moi, j'allais dire une chose, c'est que le droit n'est pas dissoluble dans le numérique, que si c'est pas, de toute manière, il y a un mariage de raisons qui est obligatoire, et de toute manière, le droit montre qu'il sait aussi bien s'adapter que les technologies, et en même temps, après, c'est un choix de société qui est aussi à faire. Je pense qu'aujourd'hui, les citoyens européens, puisqu'on parle de souveraineté numérique des citoyens, ils sont vraiment sensibilisés à ces questions. Peut-être pas assez. Peut-être pas assez. Donc ça risque de bouger dans les années à venir. Voilà, parce il faut vraiment, le but aussi de cette réglementation, c'est de sensibiliser les gens, de les sensibiliser à leurs droits. Et de les responsabiliser. Exactement, complètement. En leur donnant les cartes. Merci infiniment à tous les deux. Restez connectés. On se retrouve dans 10 minutes avec Charlotte Bricard qui va parler de la transformation du travail. Et je rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag SOMDIG18TV, SOMDIG18TV. Merci beaucoup. Merci.